Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir à tous, bienvenue dans le grand JT de l'éducation et surtout, bonne fête à tous les amoureux. Voici le sommaire de cette édition. Nous parlerons de l'inclusion à l'école, à l'heure où les AESH sont trop peu nombreuses et tellement peu considérées, à l'heure aussi où les enseignants doivent accueillir de plus en plus d'enfants handicapés sans aucune formation préalable. Comment peut-on avancer sur ces problématiques? Nous aurons quelques éléments de réponse avec nos invités. Nous évoquerons également les troubles du comportement alimentaire avec les cofondatrices de l'association Je danse by Anasso qui accompagne les enfants et les parents pour leur redonner goût à la vie. Et puis vous retrouverez Malika Ménard dans Souvenir d'écolier, une ancienne Miss France qui reçoit la nouvelle Miss France, celle de 2024, puisque c'est Ève Gilles qui remontera avec nous le fil de son enfance. Mais d'abord, on fait le point sur l'actualité du jour avec Guillaume Ouattara. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Loïc, très bonne Saint-Valentin à vous, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec une tribune publiée dans l'Obs par l'ensemble des responsables de l'UNSA, un syndicat majoritaire, chez les proviseurs et cadres de l'éducation nationale. Ils demandent à la ministre justement de l'éducation nationale, Nicole Belloubet, de renoncer aux mesures de Gabriel Attal. Rétrograde, c'est le terme qu'ils utilisent pour dénoncer, pour qualifier les mesures de Gabriel Attal lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale. Ces mesures, vous le savez, ce sont celles du choc des savoirs. Et ils expliquent que, quand il s'agit des classes de niveau notamment, ce sont des expérimentations qui ont déjà été menées en Angleterre et aux États-Unis et qui n'ont pas porté leurs fruits. Voilà ce qu'ils disent dans leur communiqué. La pression sur les résultats a détérioré l'attractivité des métiers de l'éducation, le recentrage des enseignements sur un petit nombre de disciplines en favorisant le bachotage pour les tests annuels a dégradé le sens des apprentissages pour les élèves. Alors ce qu'ils demandent à travers cette tribune publiée dans l'Obs, c'est très simple, de la confiance pour les personnels, notamment les personnels de direction. Ils veulent moins de reporting pour les directeurs, directrices d'école. Ils demandent aussi de la confiance pour les équipes pédagogiques avec la mise en place de plus d'ateliers transversaux pour mieux suivre les élèves. Et puis, ils demandent une confiance dans le sens de l'histoire. Voilà ce qu'ils écrivent. Depuis 60 ans, tous les efforts de vos prédécesseurs et prédécesseuses ont tendu à supprimer les voies de relégation, à renforcer l'égalité en dignité de toutes les orientations, en supprimant les filières au collège, en facilitant l'accès des jeunes à des niveaux de qualification. C'est ce qu'on peut peut-être retenir de cette tribune. Ils saluent l'action des ministres de l'Éducation nationale des décennies passées. On va prendre désormais la direction de l'Indre-et-Loire où le département et le rectorat ont déposé plainte pour diffamation contre le collectif Parents en colère 37. Oui, depuis plusieurs jours, ce collectif Parents en colère dénonçait sur les réseaux sociaux une séance d'éducation sexuelle et affective qui s'est tenue, alors ça on sait qu'elle s'est tenue, dans un collège de Tours. Sur le site internet, ce collectif égrène les accusations graves, promotion de la masturbation chez les enfants, diffusion de photos à caractère pornographique, schématisation des positions sexuelles dites confortables. C'est un tollé du côté de ce collectif. Mensonge, selon le rectorat, qui par la voix de son directeur académique fait entendre la vérité, en tout cas la vérité du rectorat. C'était une séance ordinaire sur l'égalité homme-femme notamment, une séance d'éducation à la vie affective et sexuelle animée en partenariat avec le conseil départemental qui fait circuler une exposition intitulée X et Y, exposition qui existe depuis une dizaine d'années et qui permet de parler de ces sujets aux collégiens. Le rectorat, vous l'avez dit, a décidé de saisir le procureur pour diffamation. Autre affaire judiciaire, cette fois dans les Pyrénées-Orientales, à l'institution Notre-Dame de Bétharram. 33 plaintes ont été déposées pour des faits allant de la violence aux agressions sexuelles. Oui, à l'origine, il y a un groupe Facebook, les anciens du collège et lycée de Bétharram, victimes de l'institution. Un groupe qui réunit à plus de 500 membres et qui relate des faits qui se sont tenus principalement dans les années 80 et 90. Vous le disiez à l'instant, des faits de violence, d'abus, tabassage, coups de règle et même des agressions sexuelles avec des fellations forcées sont ainsi détaillées dans ces témoignages. Au total, pour l'heure, ce sont
33 plaintes qui sont d'ores et déjà remontées, d'autres sont en préparation. Celui qui est à l'origine de ce groupe Facebook, il s'appelle Alain Esquer. Et il a témoigné puisqu'il se dit lui aussi victime. Il explique que ces témoignages sont issus de personnes qui ne se connaissent pas de manipulation. Donc c'est des personnes qui aujourd'hui vivent un peu partout en France. Voilà ce qu'il dit. Des gens vous racontent leur détresse, des choses subies à l'âge de 10 ou 12 ans et qu'ils n'ont jamais raconté à personne. Ils se sont terrés dans leur silence alors que certains habitent à 10 km de là. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Pau pour violence, viol et agression sexuelle aggravée. Elle est confiée pour l'heure à la gendarmerie de Pau et elle devra permettre de faire la lumière sur ces différentes accusations. À noter qu'il y a quelque chose d'un peu dramatique dans cette situation. Parmi toutes les accusations, 8 visent un surveillant qui travaillerait toujours au sein de cet établissement et qui aurait depuis 40 ans accompagné des sorties et des voyages de scouts, ce qui indigne beaucoup d'anciens élèves. Allez, on va terminer ce journal avec le chiffre du jour. Il nous est proposé par le Courrier international, 1,9 million. C'est le nombre d'enseignants que la Chine doit éliminer. C'est bien ça le terme, éliminer. Oui, tout à fait. C'est un terme qui fait un petit peu polémique, mais c'est un terme qui est utilisé par des experts en Chine. Tout repose en fait sur la baisse de la natalité observée dans le pays depuis plusieurs années. Le nombre de nouveau-nés en Chine est en chute libre depuis 2017 avec une baisse de 500 000 naissances l'année dernière. Dans la prochaine décennie, il y aura donc 1,9 million, vous le disiez, d'enseignants en trop. Alors, deux solutions se dessinent dans la société chinoise. Pour Yang Bin, professeur en sciences de l'éducation à l'université de Nankin, il faut tailler dans le gras, éliminer des professeurs, voilà ce qu'il dit. De nombreux enseignants ont un niveau de compétence relativement faible, en particulier dans les écoles rurales. Il est très important de promouvoir dès que possible le perfectionnement des enseignants par leur élimination quantitative. Ces propos sont rapportés par le Courrier international. Pour une autre professeure, Maggie Chen, la solution est ailleurs. Cette tendance pourrait inciter les écoles publiques à réduire la taille des classes en évitant les licenciements, ce qui permettrait en plus aux enseignants d'augmenter le temps qu'ils passent avec chaque élève. Affaire à suivre. Merci beaucoup Guillaume. Et il est temps de passer à notre question du jour que nous avons voulu volontairement provocatrice. L'école inclusive serait-elle une éternelle illusion? C'est ce qu'on peut penser puisque malgré la volonté du gouvernement et surtout malgré les combats des syndicats et des associations sur le terrain, eh bien le constat est toujours aussi décevant. Ça n'avance pas ou trop peu. Et puis on peut parler aussi des récents débats autour de la prise en charge des AESH pendant les temps périscolaires. On en parle tout de suite avec nos invités. L'école inclusive en question avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir Elisabeth Alain Moreno. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale du syndicat des enseignants UNSA et Sonia Aeinou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente de l'UNAPI, qui est donc le premier réseau français d'associations de représentation et de défense des intérêts des personnes atteintes de troubles du neurodéveloppement, du polyhandicap et handicap psychique, ainsi que de leur famille. On va commencer vraiment dans le vif du sujet, puisque j'ai parlé de grandes illusions sur cette école inclusive. Pourquoi est-ce que, alors qu'on en parle chaque année, depuis des années, que vous vous battez toutes les deux sur le terrain, et plein d'autres bien sûr, on a l'impression que ça n'avance pas? Est-ce que ce n'est qu'une impression ou est-ce que vous confirmez? Peut-être Sonia pour commencer. Alors, qu'on n'avance pas. Alors, l'école pour tous, c'est quelque chose qui doit être bâti, on est d'accord. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que toutes les conditions ne sont pas réunies pour accueillir tous les élèves. Plutôt que de parler d'école inclusive, il faut vraiment parler d'école pour tous. Parce que l'école doit être à même d'accompagner les élèves pour qu'ils puissent s'émanciper, pour qu'ils puissent grandir, pour qu'ils puissent se développer. Et il faut vraiment créer toutes les conditions nécessaires pour que chacun puisse trouver son apprentissage dans un environnement serein et adapté. Ouais. Votre vision là-dessus? Alors, je ne dirais pas qu'on n'avance pas parce qu'effectivement, on a quand même eu une loi depuis maintenant plusieurs années qui, heureusement, oblige l'école à accueillir tous les élèves dans leurs particularités. Ça, c'était important qu'en France, avec les valeurs que l'on porte, on puisse avoir cette législation-là. Et puis, on a aussi l'école qui a pu, petit à petit, s'adapter pour accueillir le handicap et la difficulté scolaire au sens large, mais on a eu aussi en parallèle une augmentation, y compris par le diagnostic, mais aussi par l'émergence de nouveaux troubles qui sont liés aussi à des troubles générés par la société et dans la vie dans la société dans laquelle on vit. Et l'école n'a pas suivi. Elle n'a jamais suivi, alors pour plusieurs raisons qu'on va aborder, mais effectivement aujourd'hui on peut dire que l'école n'accueille pas bien les élèves dans toutes leurs difficultés et toutes leurs particularités, et elle fait souffrir à la fois les élèves
et les personnels. C'est ce que j'allais dire, parce que la loi, ok, elle est salutaire, aucun problème. Sauf que les enseignants ne sont pas formés pour accueillir ces enfants. Donc on a là effectivement une double problématique d'enseignants qui veulent bien faire, qui font le maximum de ce qu'ils peuvent, et en même temps, ils ne peuvent pas les accueillir dans toute leur complexité, ces enfants-là. Il y a une problématique de formation, c'est vrai, parce que quand on entre dans la profession, alors l'école inclusive, ça reste un mot et ça reste, comme vous dites, une valeur, un idéal. Mais derrière, tout entrant dans le métier, va vraiment découvrir ce que ça veut dire quand il va se retrouver face à des élèves où il est en difficulté pour appréhender la difficulté, la particularité et savoir comment réagir. Parce que on a cette problématique de formation initiale qui est très insuffisante et continue aussi, mais aussi parce que n'a pas encore été suffisamment pris à la juste mesure le fait que ça n'est pas l'enseignant tout seul qui va pouvoir adapter l'enseignement et l'accueil pour ces élèves-là qui ont des besoins particuliers. Certes, il y a eu les postes d'AESH, alors qui ont beaucoup augmenté ces dernières années, mais là aussi, ça ne peut pas être une réponse définitive. Il faut qu'on aille maintenant beaucoup plus loin, parce que les particularités au niveau de la santé de ces élèves-là nécessitent des compétences des enseignants, celles de l'éducation, des AESH pour un certain accompagnement, mais des compétences médico-sociales bien plus larges qui nécessitent l'intervention et des compétences de professionnels autres. Ouais. Sonia et Inou, pour qu'on comprenne bien, comment ça se passe aujourd'hui quand on a un enfant, par exemple, autiste, pour le scolariser? C'est quoi le parcours du combattant? Le parcours de combattant, il commence déjà pour l'inscription à l'école. N'importe quel parent avec un enfant, alors moi j'ai 2 enfants, j'en ai une handicapée et un autre qui n'est pas handicapé, donc celui qui n'est pas handicapé, on va à la mairie, on inscrit son enfant et tout roule, c'est tout simple, on va à la rentrée scolaire et puis l'enfant va à l'école. Pour un parent, pour un élève en situation de handicap, c'est beaucoup plus compliqué que ça. L'inscription à la mairie ne se fait pas de fait, il faut déjà le dossier de reconnaissance de handicap qui se fait à la maison départementale du handicap, et là commence tout le parcours pour voir quelles sont les compensations, quelles sont les aides dont l'élève a besoin pour être scolarisé. Donc il faut déjà qu'il y ait des aides qui soient disponibles, et il faut aussi une acceptation de l'enfant à l'école. Une fois que l'enfant est à l'école, est-ce que l'école est en mesure de l'accompagner avec ses différentes compétences et aussi en fonction de ses troubles qui peuvent être accompagnés par une personne, par une AESH par exemple, mais pas que. Les AESH, c'est pas forcément pour tous les élèves. Vous avez d'autres élèves qui ont besoin de compensation avec un ordinateur, vous en avez d'autres qui ont besoin de professionnels médico-sociaux. Donc toutes ces articulations-là sont à mettre en place pour pouvoir accueillir l'élève à l'école. Ouais. Ce qu'il se passe maintenant, c'est que tous ces dispositifs, tous ces instruments, tous ces outils qui sont disponibles peuvent ne pas être présents dans l'école. Donc il se peut que l'élève soit accueilli juste un tout petit temps à l'école, mais il se peut aussi que l'élève soit déscolarisé. Donc là, c'est vraiment une vie familiale qui est bousculée et qui peut être mise en danger. On parlait des AESH, vous disiez il y en a plus, mais on en manque quand même, et puis surtout elles sont pas assez payées, pas assez reconnues. Enfin, il y a tout un micmac effectivement autour de leur modèle de rémunération. On aimerait plutôt qu'elles soient salariées, alors qu'en fait c'est par petites touches, etc. Bon, aujourd'hui, elles en sont où dans leur situation? Est-ce que vraiment les AESH sont, on le sait, elles ne sont pas reconnues à leur juste valeur, mais est-ce que leur rôle dans cette école inclusive est assez central finalement? Alors, je pense qu'il faut effectivement, comme vous l'avez fait, séparer à la fois la reconnaissance, la revalorisation de leur métier et ensuite leur rôle auprès des élèves à besoins éducatifs particuliers. Tout ce qui va relever de la reconnaissance de leur métier, alors on est loin encore de ce qu'elles devraient, de ce qu'ils devraient, les AESH, pouvoir avoir comme retour d'un employeur. Et on a un agenda social au niveau du ministère de l'Éducation nationale qui est en train de se dérouler, où il va y avoir des discussions justement sur la reconnaissance du métier, sur le volume horaire, sur le salaire. Mais au-delà de ça, il faut que l'employeur et le ministère cessent de se cacher, comme je le disais en introduction, derrière les AESH comme seule solution à la gestion des élèves à besoins éducatifs particuliers, parce qu'on pourrait augmenter leur nombre indéfiniment. Non seulement ça ne réglerait pas tout, parce que même avec une formation qui serait à la hauteur, parce qu'elle ne l'est toujours pas aujourd'hui, les AESH ne pourraient pas répondre parce qu'il y a des compétences particulières qui relèvent d'ordre médical, et parce que faire classe avec 4 AESH, 5 AESH
dans une salle parce qu'on a 4 ou 5 élèves à besoins éducatifs particuliers, c'est bon pour personne, encore moins pour l'élève en premier, enfin pour les élèves concernés, mais pour les adultes qui se retrouvent 5 dans une classe. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On essaye déjà d'avoir des professionnels identifiés par rapport à la difficulté ou au trouble de l'élève lui-même, et ensuite on libère du temps pour les équipes, pour qu'elles puissent se réunir, parce que c'est vraiment pluriprofessionnel, et pouvoir définir quel est le meilleur emploi du temps pour l'élève, avec des temps dans la classe, avec des temps peut-être hors la classe, avec des professionnels médico-sociaux, peut-être des temps externalisés parce que l'élève en aura besoin. Peut-être qu'on aurait intérêt aussi à davantage écouter les élèves. On a des élèves qui souffrent de cette situation d'être accueillis en tout inclusif, alors que l'école, elle n'est pas adaptée pour eux. Donc, mais sauf que ça nécessite forcément des choix politiques forts, donc dépasser uniquement le recrutement d'AESH, et ça nécessite aussi de libérer des temps pour les collectifs, pour prendre ce temps de diagnostic, d'échange, d'organisation ensemble et aussi d'utilisation de locaux, parce que dans les écoles, les établissements, il y a des salles qui peuvent être libres ou pas, et ça s'anticipe, ça s'organise. Est-ce que l'élève, quand on le sort de la classe et qu'il est en travail avec un professionnel médico-social, est-ce qu'il y a le lieu, est-ce qu'il y a l'endroit pour l'accueillir ou pas? Parce que sinon, si c'est pour être dans des conditions qui ne sont pas décentes, effectivement, on essaie à l'échec. Mais là, on est d'accord, on est face à une montagne. C'est même plus à une montagne, là, on est face à l'Everest. Oui, mais oui, tout à fait. Mais là, pour rebondir, c'est vrai que pour s'occuper, pour vraiment créer les conditions, là, on est sur de la compensation. Vous parlez d'AESH, on est en train de compenser pour que l'élève puisse avancer dans ses apprentissages. Mais il y a aussi tout l'environnement aussi. On ne peut pas dissocier la compensation de l'accessibilité. Et l'accessibilité, effectivement, ce sont les locaux, mais c'est aussi l'organisation et la coordination de tous les professionnels et de tous les acteurs autour d'une prise en charge, d'un accompagnement individuel au sein d'un collectif, parce qu'il faut prendre en compte évidemment les besoins individuels de l'enfant, mais aussi de l'enseignant, mais aussi des professionnels médico-sociaux, de la famille et de tous les autres acteurs. On est d'accord que concrètement, tout ça n'est pas possible dans les faits. En tout cas, actuellement, c'est compliqué. Actuellement, c'est compliqué. Ça peut être possible dans la mesure où, effectivement, on aura pris conscience qu'il faut changer un système, réorganiser un système pour pouvoir le permettre. Or là, on est en train d'éteindre des feux, de mettre des rustines à gauche, à droite. On va intervenir en mettant plus AESH, qui n'est pas le sujet. On va intervenir peut-être en mettant plus de professionnels. Mais plus de professionnels, ça ne veut pas dire que l'organisation, elle est optimisée. Mais ça, je suppose que c'est un message que vous portez auprès du gouvernement. Oui. Et je suppose que vous ne l'avez pas écrit aujourd'hui, le message. Ça fait des années que vous dites la même chose. Bon, où est-ce que ça bloque? Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? Alors, je pense que le message est bien compris parce qu'il y a des engagements, il y a quand même un certain nombre d'annonces, il y a une feuille de route. Après, c'est vraiment dans la mise en œuvre. La mise en œuvre, parce que pour l'instant, on est sur des annonces. Mais c'est le réseau aussi qui pose peut-être problème. C'est toutes les petites parties qu'il faut mettre ensemble pour arriver à ça. Exactement. Parce que là, on parle des professionnels médico-sociaux et des enseignants, mais il y a aussi les collectivités qu'il faut mettre autour de la table, parce que les collectivités, elles ont les écoles, elles ont les bâtis, donc il faut vraiment restructurer toute une organisation. Mais d'ailleurs, sur les collectivités, il y a encore un problème, j'en parlais tout à l'heure, c'est la prise en charge des AESH sur les temps périscolaires, puisque avant c'était l'État qui les payait sur ces temps-là, et puis l'État a dit non, maintenant c'est les collectivités territoriales. Les collectivités ont dit oui, mais non, mais nous, on n'a pas forcément d'argent, on n'est pas fait pour. Qu'est-ce que vous pensez de ça et de ces débats-là? Quand je vous disais que c'était vraiment une question de volonté politique, je pense qu'on est pleinement dedans. C'est-à-dire que quand on a un gouvernement qui veut se donner les moyens justement à la fois de rémunérer correctement et de créer des conditions de travail décentes pour les AESH, alors on fait le choix d'assumer jusqu'au bout. Les freins que vous citiez, pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas et pourquoi, malgré les messages qu'on passe, il y a des choses qui n'avancent pas, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer, comme on vient de le dire, que c'est vraiment une question interministérielle. Et donc, tant qu'on n'aura pas la réunion de tous les acteurs et la volonté gouvernementale de le faire, on ne pourra pas avancer, ça c'est sûr. Parce que tout à l'heure, je parlais d'externalisation, mais on n'a pas parlé du nombre de places manquantes et criantes en institut médico-éducatif. Voilà, ça c'est quelque chose qui fait énormément de défauts et c'est pas nouveau. Donc c'est un choix d'investissement. On a aussi comme deuxième élément de frein le climat tendu. On en parlait justement précédemment. Le problème aujourd'hui de l'école inclusive, c'est qu'au lieu
de créer de la cohésion de tous les acteurs autour de l'élève, parce que l'élève a besoin de cette solidarité-là et de ce travail ensemble, on s'est retrouvé avec des conflits, des tensions où chacun renvoyait, parce que dans la douleur de ne pas y arriver, dans la frustration et dans l'impuissance, renvoyer la faute à l'autre, les familles vers l'école, l'école vers les familles, alors qu'on a besoin justement de sortir de ces tensions-là et de retrouver une sérénité de travail et des espaces pour échanger. Donc tant qu'on n'aura pas pu lever ces freins-là, effectivement, on va être en difficulté pour mieux accueillir et trouver les solutions. Je suppose que vous êtes d'accord là-dessus. Entièrement d'accord. C'est vrai que la coopération entre les différents acteurs est extrêmement importante. Et il faut donner la chance aussi aux différents acteurs de coopérer. Mais elle est difficile, cette coopération. Elle est difficile. Tout le monde est volontaire. On en a discuté tout à l'heure. Tout le monde est volontaire. Tout le monde a déjà commencé à travailler ensemble. Mais il faut que le système puisse permettre aussi ces espaces d'échange et de construction. Ouais. Il y a une mesure qui est souvent dénoncée aussi par les syndicats et les associations, c'est la mutualisation. Alors pour vous expliquer, on demande en fait à une accompagnante maintenant qui suivait 2, 3 enfants avant, d'en suivre 6, 7, 8. Concrètement, sur le terrain, ça engendre quelques petites problématiques. Disons que derrière mutualisation, il y a surtout optimisation des moyens. Voilà, et des coûts. Voilà. Sauf que l'accompagnement d'un élève à besoin éducatif particulier, le mot particulier, il est lourd de sens. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une connaissance et une confiance qui se crée entre l'élève, l'AESH, entre l'AESH et la famille, où s'il y a un éparpillement sur plusieurs élèves, avec peut-être un cumul des fois d'AESH différents sur un même élève, on perd tout le bénéfice de l'accompagnement. On n'est plus du tout dans l'esprit de départ. Et ça, il faut y être vraiment très, très vigilant. Je suppose que vous l'avez dénoncé également. Oui, bien sûr. Et puis quand il y a un accompagnement, alors on donnait l'exemple tout à l'heure d'un élève porteur de troubles du spectre de l'autisme, on ne peut pas quantifier dans la journée quand est-ce qu'il aura besoin d'aide, parce que l'aide, elle peut survenir à n'importe quel moment. Donc si vous avez une AESH qui est là 2 heures par jour, qui va aller se partager entre plusieurs enfants, il peut se retrouver en difficulté, et du coup les autres élèves se retrouvent en difficulté, et l'enseignant se retrouve en difficulté. Donc il faut revoir vraiment le type d'accompagnement, et les élèves à besoins particuliers ont quand même besoin de repères, mais je pense que n'importe quel enfant a besoin de repères. Donc il faut revoir la façon dont on va pouvoir les accompagner. Comment ça se passe, sans rentrer dans votre intimité bien sûr, mais comment ça se passe pour vous et votre enfant ? Concrètement? Alors, ma fille a été déscolarisée en moyenne section. D'accord. Elle a 19 ans. Donc D'accord. elle a été éloignée de l'école très vite, très rapidement. Elle a été sans solution. On parle des enfants sans solution et des cas critiques. Maintenant, elle est en institut médico-éducatif où on a pu reprendre, alors ça a mis beaucoup de temps, un peu de scolarisation pour qu'elle puisse rentrer un petit peu dans des apprentissages. Ouais, donc compliqué, évidemment. Il y a un chiffre aussi qui est un peu inquiétant, même très inquiétant. 23 000 enfants à qui les maisons départementales de personnes handicapées ont attribué une notification et qui sont toujours en attente de place. Donc ce que je comprends, c'est que ça fait 23 000 enfants qui n'ont donc pas accès à l'éducation. C'est inquiétant, mais quelle solution on peut avoir là encore pour eux ? C'est un investissement pour que les places elles puissent être créées le plus rapidement possible. Mais comment est-ce qu'on crée des places ? C'est ça la question. C'est ça que j'aimerais comprendre. Les places sont financées par l'Agence régionale de santé, donc c'est la sécurité sociale. Il faut que l'Agence régionale de santé autorise un certain nombre de places. Et alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour que ça ne soit pas autorisé ? J'essaye, pour nos téléspectateurs, de rentrer dans les rouages, pour comprendre comment ça fonctionne. C'est des choix d'investissement. De la part de qui, du coup ? De la part de l'État. Je prends un exemple tout simple. Le plan aujourd'hui Choc des Savoirs, qui est soutenu par un investissement financier réel, pour nous, ce n'est pas la bonne solution. C'est-à-dire qu'on dégage de l'argent pour l'éducation nationale, mais au lieu de l'utiliser justement pour réellement accueillir la difficulté scolaire et l'accompagner au mieux, on va être sur des mesures qui vont créer des postes pour trier des élèves et leur faire des choses dans des niveaux différents. Donc l'argent, finalement, on peut se dire, il y est, sauf qu'il n'est pas mis du tout au bon endroit. Alors parce que la feuille de route, elle est celle d'Emmanuel Macron depuis 2017 et que c'est son choix à lui. Sauf que, et ça c'est le frein que je voulais aussi évoquer avec vous, c'est la perte ou en tout cas la volonté de ne pas voir la réalité de la part du ministère depuis de nombreuses années. Je prends un exemple tout simple. Il n'est pas nouveau que les personnels signalent, parce qu'on a des dispositifs d'alerte au niveau de la santé et de la sécurité, signalent leurs difficultés, leurs souffrances avec certains élèves qu'ils n'arrivent plus à accueillir, à gérer et qui peuvent être violents parce que les élèves n'étant pas bien à l'école ne répondant pas à leurs besoins.
ces alertes restent sans suite. Donc, on ne peut pas dire que l'employeur ne sait pas les difficultés, sauf qu'il ne les voit pas, ou en tout cas, il ne les comprend pas. Et cette perte de réalité, elle nous a fait perdre énormément de temps par rapport aux mesures. Et maintenant, comme vous l'avez dit, les nombres sont exponentiels. Et on en arrive à un retard tellement important qu'on peut se dire, effectivement, mais quelle montagne on a devant nous? Comment est-ce qu'on va y arriver avec la meilleure volonté et la meilleure collaboration possible? On parle d'école inclusive, mais c'est plutôt école occlusive, parce que là, c'est en train d'exploser. Quand je dis ça, c'est qu'il y a quand même des familles qui restent en grande difficulté, puisque l'élève ne peut pas être accueilli à l'école, ou quand il est accueilli à l'école, il n'est pas accueilli dans les bonnes conditions. L'élève qui doit normalement rentrer dans un institut médico-éducatif, il est sur liste d'attente. Celui qui est dans un institut médico-éducatif ne peut pas avoir de scolarisation parce qu'il n'y a pas d'enseignants. Donc, au bout du compte, quelle que soit la solution, l'école, pour l'instant, elle n'est pas accessible à un grand nombre d'élèves. On a changé 4 fois de ministre de l'Éducation, là, depuis 2 ans. Oui, je sais. Je vois, on partage tous ce visage un petit peu atterré de dire, bon, il faudrait peut-être que ça s'arrête. Est-ce que parmi les 4 qui sont passés ces 2 dernières années, vous avez trouvé un ou une qui a pris vraiment de bonnes orientations, de bonnes décisions sur ce volet-là, ou est-ce que vous estimez que sur les 2 ans qui sont passés, personne n'a vraiment pris les choses comme il fallait ? Je pense que vous avez donné la réponse à travers la question. C'est une problématique tellement lourde et complexe qui concerne toute la jeunesse et donc les futurs quand même citoyens de notre société. Ça ne peut pas s'appréhender en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois. Donc quand on a autant d'instabilité dans un ministère qui porte autant d'enjeux pour l'école et la société, comment est-ce qu'on peut avoir un ministre, malgré toute la bonne volonté qu'il aurait pu avoir, qui à un moment va pouvoir se poser, prendre le sujet et surtout entendre, écouter la difficulté auprès des familles, auprès des personnels et aussi auprès des élèves ou des collectivités et pouvoir envisager un plan à long terme. On est là sur un changement perpétuel de pilote. Nous, on en est à un jour sans fin, clairement. Alors après, il y a quand même les secrétaires d'État au handicap qui sont là aussi pour faire à peu près le lien, normalement. Bien sûr. Mais on n'a pas l'impression, en tout cas médiatiquement, qu'elles prennent la parole, qu'ils ou elles prennent la parole sur ces sujets-là et annoncent des vraies choses. Est-ce qu'elles sont maîtres de la décision ? Elles vont travailler sur le sujet, mais encore une fois, toutes les décisions qui sont prises, on est en train de s'attacher aux symptômes et pas à la cause. Donc là, on est sur un chantier de grande envergure. Et donc là, moi, je représente aussi le collectif handicap. Là, aujourd'hui, on continue à demander un observatoire des besoins. L'observatoire des besoins va permettre de calibrer correctement et de pouvoir investir correctement au bon endroit pour pouvoir créer les bonnes conditions. Alors on va rester un petit peu dans la politique, si vous le voulez bien, avec cette conférence nationale du handicap le 23 avril 2023. Le président de la République a décidé d'engager une réforme systémique de l'école inclusive pour améliorer la prise en charge. Mais depuis, plusieurs syndicats ont demandé le retrait de l'acte 2 de ce projet par lequel le gouvernement veut accélérer cette dynamique à partir de septembre 2024. Et même le Conseil constitutionnel a invalidé cet acte 2. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, nous, ça nous inquiète, parce qu'on est quand même dans une démarche pour que toutes les personnes soient reconnues comme des citoyens. Donc, c'est une légitimité et de pouvoir accéder à ces droits. Et le fait de mettre fin, de fermer les vannes directement sur un projet, c'est un projet de société, ça ne va pas résoudre le problème à la base. Parce qu'en tant que famille, c'est quand même inquiétant de se dire on va tout arrêter pour que les personnes ne puissent plus être dans une société inclusive. C'est ça. D'autant que le Conseil constitutionnel ne propose pas d'alternative. Il donne son avis, il dit c'est non pour nous, mais il n'y a rien derrière. Exactement. Donc on repart sur du travail et sur de la... Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ? Nous, au niveau de l'UNSA, on est très clair sur le positionnement parce que déjà, ça ne veut rien dire d'être pour ou contre l'école inclusive. Moi, je suis enseignante, je suis forcément favorable puisque c'est une obligation qu'a l'école aujourd'hui de la République en France d'accueillir tous les élèves. Donc on n'a pas à se positionner, on est pour ou contre. Par contre, l'école inclusive, n'importe comment et à n'importe quel prix, ça n'est pas possible pour les raisons qu'on a longuement évoquées. Et il faut qu'on puisse sentir de la volonté réelle qui aujourd'hui n'est pas palpable d'un gouvernement sur rentrer avec sincérité sur l'acte 2 de l'école inclusive. Parce qu'il est nécessaire qu'on passe à la suite, c'est nécessaire. Mais par contre, tant qu'on n'aura pas eu l'opportunité d'échanger entre justement les acteurs concernés, parce que si c'est pour discuter uniquement avec les familles,
uniquement avec les personnels, uniquement avec les collectivités, je vais dire c'est un petit peu trop facile. Par contre, se mettre en capacité de tous les réunir et qu'on puisse avoir ces espaces-là, comme on le disait précédemment, là oui on avancera. Mais ça appartient au gouvernement. Ouais. Allez, pour conclure sur ce débat, un dernier petit tour de table. Vos solutions, mais des vraies, s'il vous plaît, c'est-à-dire celles qu'on pourrait mettre en place rapidement, qui sont faisables. Alors, on parle du numérique dans les écoles. Est-ce que ça servirait vraiment à quelque chose, déploiement du numérique pour tous ces enfants? Pas sûr. Qu'est-ce que vous nous proposez? Numérique, il faut d'abord diagnostiquer, connaître quel est le besoin éducatif particulier, parce que tous les enfants ont des besoins qui sont différents, et donc forcément, c'est que ce soit l'outil derrière, que ce soit le personnel qu'il faut, la compétence qu'il faut, l'aménagement aussi de l'emploi du temps qu'il faut, ça nécessite à un moment qu'on se pose entre professionnels et qu'on essaye de voir comment est-ce que l'école peut s'adapter le plus, y compris reconnaître quand l'école elle ne peut pas, comment est-ce qu'on fait appel aux professionnels qui nécessitent. On a parlé de la création des postes, des places en IME, ça je pense que c'est inévitable, mais moi je vais dire surtout, arrêter de repousser aussi les échéances. Là, on a, parce qu'on parlait effectivement de la secrétaire d'État, et c'est vrai, je partage, tant qu'il n'y a pas les ministres, de toute façon, on voit bien que les choses sont ralenties. L'école inclusive, on devait en parler depuis le mois de septembre. Sauf que changement de pilotage incessant, on a eu des reports en permanence de nos groupes de travail avec le cabinet du ministère de l'Éducation nationale. Et on n'a toujours pas démarré, et on est en mars, on est en février, mais ça va être pour fin février, début mars. Depuis septembre, on attend. C'est énorme, 6 mois. On a déjà beaucoup de retard, on l'a évoqué. C'est énorme, surtout pour les familles, d'ailleurs. Mais pour les enfants. Et pour oui, pour les familles et les enfants, effectivement, c'est ce que je veux dire. 6 mois dans le développement d'un enfant, c'est énorme. Et plus il est éloigné, justement, de ces apprentissages-là, du vivre ensemble, des apprentissages des savoirs de base, et plus il va être éloigné vraiment de son devenir. Donc, c'est vraiment, ça peut être dramatique. Vous parliez du numérique, alors c'est pareil. Hein. Le numérique, c'est très bien, mais encore une fois, c'est juste une petite partie des choses. Il faut fonctionner dans un projet beaucoup plus global que ça. Le numérique, c'est juste une solution, juste un levier. Pour qui, pourquoi faire, et puis est-ce que c'est accessible à tous les élèves? Donc il faut quand même réfléchir. Et est-ce que c'est accessible aux enseignants? Est-ce que c'est accessible aux personnes qui vont accompagner l'élève? Donc il faut une réflexion beaucoup plus globale que ça. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous. Elisabeth Alain Moreno, donc secrétaire générale du syndicat des enseignants UNSA, et Sonia Aeinou, vice-présidente de l'UNAPI. Merci encore d'avoir été parmi nous. Une pause, on revient tout de suite pour le bon point. Chaque matin, dès 6h, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. L'école, c'est le sanctuaire, mais c'est aussi un sanctuaire qui doit protéger nos enfants. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée tous les jours aux élus locaux et régionaux, ainsi qu'à ceux qui font l'école. Initiatives locales, projets éducatifs, l'équipe du MAG met en avant ceux qui cherchent à faire bouger les choses. Et donc nous devons en permanence ajuster, accompagner les jeunes évidemment, mais aussi les familles, et faire en sorte qu'ils puissent étudier dans des lieux le plus agréables possible. À 12h30, School TV vous propose de plonger dans l'école du futur. Avec ses invités, Philippine Dolbeau décode et teste les nouvelles technologies mises au service de l'éducation. Comment éduquer nos enfants à l'ère du numérique? Élément de réponse avec une équipe de chroniqueurs à la pointe des tendances tech. Nous, notre point, c'est de dire qu'avec l'expansion du numérique et la prépondérance des écrans, il est normal de donner à la littérature les moyens de se battre à l'heure du numérique. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Je me suis rendu compte que beaucoup d'enseignants aujourd'hui en France se retrouvent à utiliser leur propre téléphone portable, leur propre ordinateur pour faire des contenus ou pour dialoguer avec leurs élèves. C'est indigne. Chaque semaine, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'école de demain, ça doit être d'offrir 1 milliard de possibilités à tout le monde avec le même niveau de satisfaction et qu'il n'y ait pas les bons, les mauvais.
School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le grand JT de l'éducation avec ce bon point qui porte parfaitement son nom puisque nous allons parler d'une très belle initiative pour accompagner les victimes de troubles du comportement alimentaire. On va en parler avec les deux cofondatrices de l'association Je Danse, Anna So, Natacha et Chiara Soria. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci d'être là. On va peut-être commencer par une petite histoire et le but de l'association. Ouais. Donc l'association Anna So Je Danse, elle a été créée en 2020. On l'a créée en hommage à notre sœur Anna qui a souffert de troubles du comportement alimentaire. C'est pas la cause de son décès, mais comme elle en a souffert, on voulait créer quelque chose en son hommage. Et c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de choses sur les troubles du comportement alimentaire, alors que c'est des maladies assez importantes où énormément de gens sont touchés. Du coup, voilà, on a créé cette association, ça va faire bientôt 4 ans. Donc on aide toutes ces personnes à travers divers ateliers. On va vous parler là. Justement, quelles sont concrètement les actions que vous menez avec cette association ? Donc les actions qu'on mène au cours de l'année, donc on a 2 actions principales. Donc c'est d'abord les ateliers dans les hôpitaux sur Paris. Donc on organise des ateliers le week-end. Voilà, pour aider les personnes qui souffrent de ces maladies. Voilà, le but, c'est vraiment de redonner de la joie aux personnes qui souffrent. Et voilà, en faisant des ateliers créatifs. Donc, par exemple, on fait de la peinture, du dessin, vraiment pour leur vider la tête. Mais aussi des ateliers ludiques, comme des jeux de société, des karaokés. Voilà, et aussi, on organise des journées portes ouvertes pour les personnes qui ne sont pas forcément hospitalisées. Et durant ces journées, il y a des professionnels de santé qui sont présents et qui vont organiser des ateliers donc autour de leur profession. Donc, il y a des psychiatres, des diététiciens, des psychologues, mais aussi on peut avoir des sophrologues, des hypnothérapeutes. Et aussi, on a déjà eu une prof de yoga qui organise ce genre d'atelier. Et ça permet aussi d'avoir accès aussi aux soins. Et après, les personnes qui sont présentes peuvent prendre contact avec les professionnels de santé pour après se faire suivre. Donc voilà, c'est nos missions principales dans l'association. Concrètement, qu'est-ce qu'on met dans les troubles du comportement alimentaire ? Alors les troubles du comportement alimentaire, c'est assez large. C'est principalement l'anorexie mentale, l'hyperphagie et la boulimie. Mais il existe d'autres troubles, comme par exemple l'orthorexie et d'autres troubles qui ne sont pas forcément scientifiquement encore prouvés, on va dire, mais c'est quand même assez large. Donc c'est tout ce qui est lié à la perturbation de l'alimentation qui va altérer de façon significative la santé physique comme la santé psychologique. Ouais. Est-ce que vous diriez que la société d'aujourd'hui a tendance à créer plus de troubles du comportement alimentaire que ça pouvait être le cas peut-être il y a 20, 30 ou 40 ans ? Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on est exposé en fait à des normes de beauté très idéalisées, à cause notamment des réseaux sociaux, où il y a énormément de personnes qui vont se retoucher, des corps, on va dire, faussés.
et ce qui va un petit peu perturber la jeunesse, en fait, les personnes qui commencent à avoir leur forme, notamment à l'adolescence, et qui ne vont pas se sentir forcément bien vis-à-vis des normes et de la pression sociale qu'il y a autour de et de leur beauté. image, donc. Et de leur elles vont image. se lever le matin, ils et elles vont se lever le matin en se disant je suis grosse, ou je suis trop maigre, ou je suis trop ou pas assez, en tout cas. C'est ça, exactement. Il y a une pression autour de comment être physiquement. Ouais, justement, vous évoquez les réseaux sociaux, il y a depuis quelques années des vidéos très préoccupantes sur les réseaux sociaux, avec notamment des jeunes filles qui mangent sans arrêt, et les internautes, vous savez, qui typent, ce qu'on appelle qui typent, donc qui leur envoient de l'argent ou des cadeaux virtuels, et ces jeunes filles qui mangent tout et n'importe quoi, et il y a plein de trucs avec le food porn aussi. Ça, c'est quand même très très préoccupant. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui se montrent même en train de faire, par exemple, des crises de boulimie sur les réseaux sociaux, et ça peut être très perturbant pour notamment les adolescents qui regardent ce genre de contenu, et ça peut même justement les influencer aussi à faire ce genre de choses. Et aussi, il y a beaucoup de contenus néfastes, comme par exemple les What I Eat in a Day, où des personnes vont montrer ce qu'elles mangent durant toute la journée. Et on va forcément se comparer aux autres, surtout quand on est jeune. C'est vrai. Parce que du coup, elles ne montrent pas forcément des choses diététiquement saines ou normales. Oui, des fois, ça peut être très diététique, justement, et des choses super contrôlées. Ah oui, c'est trop, du coup. Voilà, c'est trop contrôlé, trop dans le contrôle. On va montrer, justement, pas forcément réellement ce qu'on mange. Oui, et ça nous fait culpabiliser. Ça nous fait culpabiliser, exactement, parce que ça va être que, à base de fruits, de légumes, que des choses super saines, et jamais de choses pour le plaisir, justement, et c'est vraiment... dommage en fait de montrer cette image qui n'est pas forcément réelle, c'est pas des choses qu'on mange dans la vie de tous les jours, et forcément des jeunes vont commencer à se comparer, vont commencer aussi à faire des régimes, ça va entraîner ce genre de choses. D'ailleurs, pardon, je vous coupe parce que j'y pense, mais il y a, il me semble, une influenceuse chinoise, ou en tout cas asiatique, qui est décédée il y a quelques mois de ça, parce qu'elle mangeait que des fruits. Et elle promeuvait sur les réseaux ce régime-là, et elle en est décédée. Oui, exactement. Donc là, on est sur un vrai problème sociétal. Oui, c'est vrai qu'on en a déjà parlé, notamment on a fait un débat à la clinique Saint-Vincent-de-Paul, et on en parlait parce que beaucoup de patientes là-bas nous en ont parlé et nous ont dit, nous, quand on voit ce genre de contenu sur les réseaux sociaux, ça nous atteint, quoi. Parce que c'est vrai, des jeunes qui sont face à ce genre de contenu, elles vont forcément des fois reproduire, elles vont dire c'est une bonne alimentation, donc on va se nourrir que de fruits et légumes, sauf que c'est pas une alimentation saine de se nourrir que de ça. Une alimentation saine, c'est de manger équilibré, de manger de tout. En fait. On a aussi effectivement les réseaux sociaux, bien sûr, mais on a la pression aussi du groupe, de l'adolescence. Il y a plein de choses, finalement, les pressions intrafamiliales, les violences parfois aussi. Quelles sont les autres causes auxquelles les parents qui nous regardent doivent être attentifs, pour se dire, tiens, ça, c'est un trouble. Ouais. Il y a les facteurs qui vont pouvoir engendrer un trouble du comportement alimentaire, notamment à l'adolescence. Ça va être aussi tout ce qui est harcèlement scolaire. Donc le fait de se faire harceler sur son physique à l'école, mais également toutes les situations familiales difficiles, ou des épisodes traumatisants. En fait, il n'y a pas forcément de facteur qui va déclencher les TCA. C'est vraiment un ensemble de plusieurs choses, et ça peut être très varié. Donc ça peut aller vraiment du traumatisme à l'enfance, à l'harcèlement scolaire, mais aussi à des régimes ou à plein de choses différentes, du coup. Oui, et aussi les comportements des parents. Des fois, il y a souvent des parents qui vont faire des régimes devant les enfants, et ça peut beaucoup influencer aussi les comportements des enfants. Donc c'est important de manger en famille et d'avoir un comportement alimentaire aussi normal pour aussi bien éduquer les enfants. Qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics? Parce qu'on a l'impression que les troubles du comportement alimentaire ne sont pas dans la priorité des différents gouvernements. En tout cas, en termes médiatiques, on ne voit pas grand-chose là-dessus. Est-ce que vous avez une action par rapport à ces politiques-là? Oui, alors déjà, on essaye de contacter les mairies pour mettre en place des mesures de prévention, notamment pour les jeunes, donc plus lycée. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on aimerait mettre en place. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses encore sur les troubles du comportement alimentaire, et encore, on en parle de plus en plus dans les médias,
à la télé. La preuve aujourd'hui. La preuve aujourd'hui, exactement. Mais ça reste quand même un peu méconnu. Et donc, c'est pour ça qu'il faut continuer de libérer la parole, sensibiliser et qu'on organise aussi un gala, en fait, pour justement essayer de vraiment communiquer, informer donc les parents, l'entourage sur ces maladies. Alors justement, on va en parler, magnifique passe décisive de ce gala. C'est le 17 mars prochain. Ça se passe donc à l'Auditorium Saint-Germain. Ça s'appelle Je danse, fait son show. Qu'est-ce que c'est exactement que cet événement ? Alors, cet événement, donc, on organise donc, la 2e édition de ce spectacle. Et donc, on mobilise des artistes, donc des chanteurs, des danseurs, des humoristes qui se mobilisent pour la cause, qui viennent bénévolement, car ils sont touchés aussi par cette cause, qui sont touchés par les troubles du comportement alimentaire, de près ou de loin, car des fois, c'est eux qui en ont souffert ou ils connaissent quelqu'un qui en souffre. Donc, ils veulent vraiment s'impliquer dans l'association et venir, du coup, jouer pour le spectacle. Et donc, ce spectacle, il a pour but de récolter des fonds. Donc, en fait, quand on achète une place, ça fait un don à l'association et ça va nous permettre, nous, de continuer nos actions, donc de faire des ateliers, comme je vous l'ai dit précédemment, dans les hôpitaux et continuer nos journées et continuer aussi de faire encore beaucoup d'ateliers durant l'année. Alors, cette année, parmi les plus connus, en tout cas parmi ceux que moi je connais, il y a Max Boublil, Jeanne Haddad, Samuel Bambi et entre autres, évidemment. Et donc, vous le disiez, vous avez réussi à les fédérer autour de cette thématique-là. Ça me fait un petit peu penser à Tout le monde chante contre le cancer, dans la façon de faire en tout cas. C'est compliqué d'aller toucher des personnalités pour ce gala ? C'est très difficile parce que forcément, soit les personnes n'ont pas envie d'être associées aux troubles du comportement alimentaire parce que c'est une maladie qui est encore une fois très taboue, où on peut avoir un sentiment de honte vis-à-vis de ça. Donc forcément, il faut quand même vouloir. Et d'un autre côté, forcément, il y a des personnes qui sont touchées parce qu'ils connaissent quelqu'un de leur famille, parce qu'eux-mêmes ont été touchés et ils en parlent librement. Et donc forcément, du coup, ils sont touchés et ils acceptent volontiers. D'ailleurs, pendant la soirée, il y a aussi des intervenants, deux psychiatres qui viennent prendre la parole pour informer justement sur les troubles du comportement alimentaire et également une créatrice de contenu, Kim Lewin, qui va aussi prendre la parole pour informer et sensibiliser. Voilà, donc vous l'avez compris, chers amis, c'est un événement un peu hybride avec donc des chanteurs, avec des humoristes, avec des prises de parole de personnalités médicales pour parler effectivement des troubles du comportement alimentaire. C'est le dimanche 17 mars à l'Auditorium Saint-Germain, c'est dans le 6e arrondissement de Paris. C'est ça, donc avec Max Boublil, Jeanne Haddad, Samuel Bambi, entre autres. Donc on compte sur vous, chers amis, pour aller soutenir cette association. Merci à toutes les deux d'avoir été là, Natacha et Chiara Soria, donc cofondatrices de l'association. Alors, c'est Je danse Anasso ou Anasso Je danse ? Alors, c'est Anasso Je danse. Plutôt Anasso Je danse. Eh bien, en tout cas, merci à vous d'avoir été là pour nous en parler. Tout de suite, on retrouve Malika Ménard qui est avec Eve Gilles. C'est évidemment notre Miss France 2024. Les matières scientifiques, c'est là où tu t'es dirigée dans la suite de tes études. Tu as fait une licence de mathématiques ? Oui, je suis en licence mathématiques et informatique et appliquée aux sciences humaines et sociales. Et c'était pour partir dans les statistiques. Et avant, tu avais fait médecine ? Oui, une année. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui t'a fait bifurquer ? En fait, ça me plaisait plus. Les cours, j'adorais parce que c'était toujours de la nouveauté. Mais je me suis dit, écoute, là, après, tu vas devoir faire des soins. En fait, moi, c'était pas les soins qui me plaisaient dans la médecine, c'était plus le côté, par exemple, dans la neurologie, je vais trouver les symptômes du patient et je vais lui expliquer ce qu'il a et je vais pouvoir l'accompagner sur un traitement. Et en fait, les soins, par exemple, les pansements ou alors les gens qui vont vomir à côté de moi, s'ils vomissent à côté de moi, je vais vomir avec eux. Tu n'y arrivais pas ? Non, donc je me suis dit, c'est pas possible en fait, c'est pas pour moi, je me suis trompée de voie, donc j'arrête, je travaille à l'usine pour me faire un petit peu d'argent et ensuite je repars dans quelque chose qui me plaît. L'objectif, c'est de devenir statisticienne, d'avoir ce métier difficile à prononcer. C'est toujours ton objectif ? Je ne sais pas si je vais travailler dans les mathématiques plus tard, mais ça me tient vraiment à cœur d'avoir mon diplôme parce que pour moi c'est important. Au départ c'est ce que je voulais absolument faire, c'est un peu comme un objectif et donc j'ai envie d'aller au bout de cet objectif. Donc pour toi là, à la fin de l'année de Miss France, tu reprends tes études ? Je reprendrai
peut-être pas sur les bancs de la fac, mais je passerai en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je passerai minimum en distanciel mes examens. D'accord. Enfin, en candidat libre, je veux dire. Ça veut dire que là, pendant ton année Miss France, tu continues de recevoir Non, aussi... pour l'instant, non. Mais après l'année Miss France, je reprendrai. Là, t'as pas, depuis donc décembre, tout le mois de novembre était consacré à la préparation de Miss France. T'as pas replongé le nez dans les bouquins et dans les études? Non, pas vraiment. J'ai laissé de côté. Non, parce que j'adore ce que je fais. Donc pour l'instant, ça m'a pas du tout manqué et je me donne pleinement dans ce nouveau rôle. Donc c'est pour ça que j'ai pas du tout repris, mais je me dis que quand l'année sera plus calme l'année prochaine, je pourrai prendre un peu de temps pour moi et ce temps pour moi, ça sera peut-être le consacré pour les études. Et c'était déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain pour la suite de Souvenirs d'écoliers en compagnie d'Ève Gilles. À demain. Merci beaucoup Malika et à demain. Et si, chers amis, vous n'avez pas eu le temps de regarder toutes les magnifiques émissions de School TV, eh bien, nous vous avons préparé un petit zap. C'est le meilleur de School TV tout de suite. Les enfants déracinés, les enfants en souffrance, c'est pas juste un sujet de littérature pour vous. Je crois que vous avez passé 3 ans en Asie pour diverses associations humanitaires, même que vous avez commencé alors que vous étiez encore étudiante à Sciences Po. Et c'est là que vous découvrez aux Philippines et que vous commencez à écrire, c'est ça? Oui, j'ai beaucoup passé de temps, en effet, avec des enfants des rues et dans les bidonvilles, dont la vitalité, la joie, tout autant que la misère m'ont frappée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une puissance de vie qui m'a nourrie énormément dans l'écriture de mes romans jeunesse ensuite, mais je dirais même, d'ailleurs, dans ma littérature adulte, où les personnages d'enfants sont toujours très vivants, très présents. Et puis, j'ai été confrontée à la différence extrême, bien sûr. J'ai été confrontée au déchirement, à la souffrance économique, à la discrimination. Et à quel moment vous dites mon travail, oui. Ouais, c'est ça. Mais à quel moment vous dites justement je vais faire de la littérature Alors ça, moi j'ai commencé à écrire en adulte chez Gallimard. Ça n'avait pas du tout de lien avec la question de l'immigration. Moi j'écris depuis que je suis enfant et c'est aussi simple et évident pour moi que de respirer, dormir, manger. Enfin je dis simple, c'est faux. C'est évident au sens où j'ai besoin de le faire, mais non. Je suis très en lutte avec les mots. Par contre, faire se rejoindre des préoccupations, des engagements et l'écriture, c'est une grande joie. Votre ambition, est-ce que c'est justement de résoudre ce problème de l'abstention et du désintérêt politique, notamment chez les jeunes? On sait qu'il est grandissant aujourd'hui, Éloi. Oui, on a 2 grands objectifs. Le premier, c'était de recréer ce lien entre les citoyens et les élus. Donc il passe par, on pense en tout cas avec Héloïse, c'est pour ça qu'on a créé cet outil, il passe par le fait de redonner confiance aux citoyens. Déjà en s'informant tous les jours sur des textes qui sont étudiés dont ils n'ont pas forcément connaissance, mais aussi en leur permettant de suivre l'activité de leurs députés et de l'Assemblée nationale, chose qu'ils n'avaient pas. Ils trouvaient souvent que l'Assemblée était un endroit assez opaque, on ne savait pas tellement ce qui s'y passait. Donc là l'objectif c'était de leur permettre tous les jours de voir concrètement ce qui s'y passait. Et notre deuxième objectif, qui va arriver dans un second temps, ça va être de permettre aux citoyens de participer à l'élaboration de politiques publiques à l'échelle locale. Ce qu'on souhaiterait, c'est permettre à des collectivités de sonder un bassin géographique précis et donc permettre aux citoyens de réellement s'impliquer dans la vie démocratique locale en répondant en faveur ou en défaveur d'une politique publique qui est en cours d'élaboration. Vous avez des demandes justement de la part de collectivités ou même de personnalités politiques sur ces sujets-là? Oui. D'analyser les données que vous avez Effectivement. Puis vu que notre échantillon grossit de jour en jour, on va bientôt être en mesure de pouvoir le faire. On a vu la rencontre effectivement entre le président Macron et le Premier ministre indien. On était inquiet pour savoir s'il est question d'éducation ou pas. Et visiblement, il en a été question avec des annonces assez encourageantes pour les 2 pays. Cette coopération avec un Emmanuel Macron qui milite pour la venue massive d'étudiants indiens. Est-ce que vous pensez que ça va dans le bon sens? Alors je vais répondre. Oui, ça va dans le bon sens. L'objectif des 30 000, je rappelle, 30 000 étudiants indiens sur le sol français en 2030, ce n'est pas 30 000 étudiants qui viennent tous les ans, c'est un stock qui représente l'accumulation de tous les étudiants inscrits à tous les niveaux d'études. Donc c'est un objectif qui est assez ambitieux. Ça placerait l'Inde au devant de la scène, je dirais, de la population étudiante étrangère en France, puisque actuellement, comme vous le savez, les populations étudiantes les plus importantes en France sont les populations marocaines, chinoises et algériennes. S'agissant du Maroc et de l'Algérie, les liens historiques avec la France expliquent cette présence d'étudiants internationaux de ces pays en France, mais l'Inde n'a pas
ce même genre de lien historique avec la France, et ce serait donc véritablement un grand bond en avant, si je peux m'exprimer ainsi, en transposant les choses d'un pays à l'autre. Voilà. Dans cette série, tous français d'ailleurs, enfin c'est français d'ailleurs la série, mais tous français d'ailleurs dans cette édition, puisqu'il y a tout, on voyage dans le temps, on voyage dans l'espace. Vous travaillez comment? Vous travaillez à partir d'archives, à partir de témoignages? Oui, alors quand c'est possible, des archives, bien sûr. Il y a aussi des travaux d'historiens auxquels je suis vraiment très très redevable. Donc il y a tous ceux qui ont écrit dans la collection chez Autrement, qui est une collection d'histoire, mais grâce aussi à ce partenariat avec le musée de l'immigration, j'ai eu accès direct, personnellement, à vraiment des historiens dont les travaux de recherche font écho à ce travail que nous avons entrepris, qui m'ont accompagné dans l'élaboration de scénarios de manière à ce qu'ils soient vraisemblables, qui ont relu mes textes aussi, tout en sachant qu'encore une fois, ce ne sont pas des documentaires, ce sont vraiment des fictions, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'enfants qui sont amoureux, qui se questionnent sur la vie, qui ont des difficultés relationnelles avec leurs parents, avec leurs frères et sœurs, qui se posent la question de savoir à quoi sert l'école. Ce sont avant tout des enfants, mais dans un contexte migratoire. Et dans un contexte quand même très très particulier. D'un mot, vous avez commencé en 2007, on le disait. Il y a de nouvelles vagues d'immigration qui sont arrivées depuis. C'est une histoire sans fin, l'intégration des enfants. C'est une histoire sans fin, mais c'est drôle. Vous commencez d'ailleurs avec Grimm, avec la Syrie. En fait, elle paraît très actuelle, cette question. Alors qu'en réalité, moi-même, je m'appelle Gobi. Donc, ça s'écrit G-O-B-Y. Mais il y a 150 ans, ça s'écrivait G-O-2-B-I. Je viens d'une famille qui était en Suisse italienne. Donc, cette histoire nous concerne tous, mais on a fini par se fondre dans la population, si bien qu'on est devenu invisible. Mais il y a 100 ans, ceux qui étaient victimes de racisme, c'était les Espagnols et les Italiens, qu'on regardait comme des étrangers absolus. Et c'est bon de rappeler que cette histoire a des racines très profondes, en fait. Tous les jeunes ne se détournent pas de la politique, mais ils sont nombreux, et vous le dites très justement tous les trois, à le faire. Dans l'enquête Louis Harris pour l'Institut Montaigne réalisée en 2022, les jeunes qui se reconnaissent d'aucune proximité idéologique ou politique représentent quand même 34% de l'échantillon des 18-24 ans. Et Loïs, selon vous, quel est le principal obstacle justement à l'engagement des jeunes aujourd'hui? On parlait de ce sujet de confiance, vous partagez ce même avis? Ce sujet effectivement de confiance et de méfiance, mais aussi de déconnexion. En fait, je pense que les jeunes se disent que les personnalités politiques aujourd'hui ne répondent pas en fait aux enjeux en tout cas qui les touchent directement. Ils sont déconnectés de la réalité de ce que vous vivez. Je pense. En tout cas, nous, on le vit dans notre génération. C'est ce qu'on voit aussi notamment sur les réseaux sociaux et sur les commentaires en fait, qu'on nous laisse sur l'application. C'est qu'en fait, pour la première fois, Paul va permettre de donner rendre la politique accessible. Et beaucoup de personnes nous disent merci, parce que maintenant, je me sens assez proche de la politique pour la comprendre, et donc je suis un peu moins méfiante et moins déconnectée. Fatia Kamoussi, pour prolonger justement le propos de Fabien Charex, comment est perçue la France par la jeunesse indienne, par la jeunesse estudiantine indienne? Alors, la France bénéficie d'une image très positive, mais c'est vrai que comme beaucoup de postes à l'étranger, c'est très difficile pour nous de nous débarrasser du stéréotype de la France donc gastronomique, le business, éventuellement pour les écoles privées, un peu tous les stéréotypes. Donc l'action que nous faisons de concert avec le secteur de coopération universitaire, c'est d'aller faire de l'information, d'expliquer la francophonie, d'expliquer ce que c'est que la France, d'expliquer à quoi sert la langue française, et en Inde et en France, les opportunités professionnelles et d'études. Et en fait, le plus gros de notre travail, c'est de lutter contre ces stéréotypes, quand bien même ils seraient positifs. C'est vraiment d'essayer d'élargir ces opportunités dont on peut souffrir et donc limiter les perspectives des jeunes. Mais en tout cas, l'image est plutôt positive, mais malheureusement encore un peu trop stéréotypé. Et voilà pour le ZAP. Un grand merci d'avoir été avec nous. Encore une fois, et Guillaume l'a dit tout à l'heure, une grande et bonne fête aux amoureux. Moi, je suis très heureux d'avoir passé cette Saint-Valentin avec vous, mais j'aurais préféré Virginie, je suis désolé. Je peux comprendre. D'ailleurs, Virginie sera de retour dès demain, donc vous aurez l'occasion, évidemment, de lui souhaiter plein de belles choses. En attendant, on se retrouve évidemment sur le canal 217, sur Orange, 247 sur Free. Le petit nouveau, c'est le canal 124 sur Bouygues et bien sûr, schooltv.com. Aujourd'hui, à la réalisation, Xavier Sanchez, au son Saïd Mamou, le maquillage, c'est Laure Audemont et à la rédaction, évidemment, Laura Girard et Emma Ferret. Très très bonne soirée. Virginie sera là demain. À très bientôt.
Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation.